Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi. Hier je n'ai pas filmé parce que je n'ai pas eu le temps. Déjà le lundi c'est une grosse journée pour moi en général, mais alors là on rentre dans une période de fête des mères en Europe, je vous dis pas. Je ne suis absolument pas coiffée. Bienvenue dans un nouveau carnet de bord. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Moi, je vous parle de mes lectures. Donc en ce moment, je suis en train de terminer Petite de Édouard Carré aux éditions du Cherche Midi. Il me reste même pas 100 pages, 90 pages. J'ai trop hâte de le finir. Déjà parce que j'ai envie de passer à autre chose, mais ce livre il est génial. On va suivre en fait on va suivre Marie, qui est une orpheline qui va se faire plus ou moins adopter par un homme qui est chirurgien plasticien de l'époque. Donc ça se passe en 1770. D'abord on est à Berne et ensuite on est à Paris. Et on va suivre donc le destin incroyable de cette enfant Marie. Donc au début elle a 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Et ensuite on va la suivre dans son adolescence, puis dans sa vie de femme, etc. Cette fille, elle va devenir Madame Tussaud, donc qu'on connaît aujourd'hui avec ses poupées de cire et son musée de cire. Et en fait, on va suivre tout le cheminement de cette jeune fille, les personnes qu'elle va rencontrer, les personnalités qu'elle va rencontrer, le rôle qu'elle va jouer dans l'histoire avec un grand H, le rôle qu'elle va jouer dans la Révolution française, puisque bien sûr on est en 1770, donc après quand elle est adolescente, il y a la Révolution française. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent et en même temps on a toute l'innocence de cette jeune fille, toute la passion qu'elle voue à son maître et à ses œuvres de cire et voilà. Donc bref, c'est un livre qui est hallucinant, qui est passionnant. Il y a une ambiance très moite, très sale, très atelier, voilà, où on a les doigts noircis, où on sent la térébenthine. Enfin voilà, moi je visualise ça exactement. Et il y a vraiment une espèce d'ambiance avec une marâtre, avec une personne méchante. On l'enferme dans un placard. Voilà, les rues de Paris sont sales. Il y a des assassinats. Mais à côté de ça, il y a toute l'innocence de l'enfance de Marie qui vraiment voue un culte à ses œuvres, aux œuvres de cire, ses têtes, comme elle les appelle, ses têtes de cire, ses moulages, toute la physionomie humaine, tous les instruments, etc. Et en même temps des sujets hyper graves qui sont abordés avec des yeux d'enfant et avec cette espèce d'inhibité, de cette espèce d'insouciance hyper douce. Donc vraiment c'est un livre sublime. Le problème c'est que je sais pas où s'arrête la réalité et la fiction de l'histoire de Madame Tussaud, donc je pense que je vais faire des recherches un petit peu à la fin de ma lecture parce que franchement ce livre il m'aura marqué. Je vous montrerai quand je l'aurai fini, je vous montrerai la couverture, je l'ai là-bas, mais là, en ce moment je lis dans l'épreuve non corrigée, donc pour pouvoir l'utiliser, le transporter, l'ouvrir sans l'abîmer, parce que vous savez que j'adore garder mes livres en état parfait. Et alors la particularité c'est que Édouard Carré dans ce livre a fait de nombreuses illustrations. Donc en fait vous avez plein de petites illustrations, alors je voudrais pas vous spoiler non plus, vous avez plein de petites illustrations mais vous avez aussi des grandes planches. Alors voilà, ça c'est des illustrations comme ça, encore comme ça. Voilà, c'est que des espèces d'illustrations au crayon qui viennent se glisser au fil des pages. Et donc il y a beaucoup d'illustrations sur l'anatomie, beaucoup d'illustrations sur les outils, les hommes. Vous voyez, regardez, une planche comme ça, superbe. Et donc c'est l'auteur même qui fait ses dessins. Bref, ce livre est un livre-objet magnifique. Et donc voilà, je ne l'ai pas encore terminé. Je ne sais pas si ce sera un coup de cœur. Néanmoins, pour l'instant, à 99%, c'est une très bonne lecture. Voilà, donc ça c'est ma lecture en cours que j'espère terminer tout à l'heure. Ce soir j'aimerais bien commencer un nouveau livre, donc normalement ce sera Duchesse de la mort de François Rivière, c'est donc l'histoire d'Agatha Christie. Alors en parallèle je suis toujours depuis moult temps dans le livre de Béatrix de l'Aulnoy, mais que je lis vraiment avec parcimonie parce qu'il y a de nombreux spoils, donc de nombreux livres qui sont révélés dans cette biographie. Et donc de nombreux livres que je n'ai pas encore lus d'Agatha Christie, donc je n'aurais pas envie de me faire révéler la fin de l'histoire parce que je lis une biographie, voilà, ce serait vraiment dommage. Donc je le mets un petit peu en stand-by, un petit peu sur le côté, jusqu'à ce que j'avance vraiment. Alors c'est dommage parce que j'ai lu 100 pages sur 300, donc j'avais lu bien un bon tiers, j'aurais voulu le terminer
Mais en fait, c'est pas que ça me rebute, mais du coup, je le lis avec la peur de tourner la page, donc c'est un petit peu dommage de continuer comme ça. Donc là, je vais lire le François Rivière. Je sais pas non plus s'il y aura des spoils, mais j'ai personne pour m'éclairer, pour me dire si c'est le cas ou pas. Donc on verra bien. Je le commence normalement ce soir, donc je vous en reparlerai rapidement. Ensuite, niveau achat, j'ai acheté l'édition Cranford de la semaine, qui est à la lumière des étoiles. À la lumière des étoiles de Thomas Hardy. Et voilà. Donc je les achète plus toutes les semaines, j'achète que ceux qui m'intéressent. Et donc la semaine prochaine, c'est La récompense d'une mère d'Edith Wharton. J'aime bien Edith Wharton. Donc du coup voilà, ça c'est le Thomas Hardy qui va venir rejoindre ma bibliothèque Cranford, parce que du coup je me suis fait une mini bibliothèque que des éditions Cranford dans mon coin lecture. C'est vraiment très joli de les assembler comme ça, je suis ravie. J'ai vu ça sur Instagram. Oh, l'illustration est bien sympathique. C'est très sombre. Ah, j'adore. C'est une histoire de manoir, j'imagine. Bref, voilà, donc je suis ravie, j'ai trop envie de le lire. J'ai trop envie de lire un classique en ce moment, mais j'ai pas prévu ça avant le mois de juillet, donc ça c'était mon achat. Et ensuite j'ai reçu un gros paquet hier, donc des éditions Albin Michel. Je sais ce que c'est, mais j'avoue que j'ai tenu hier à ne pas l'ouvrir. J'ai tenu à attendre de vous filmer, mais l'impatience était là. J'avoue que... Mais bon, vu que je sais ce que c'est, il n'y a pas la surprise... Alors, déjà, on a une plaquette. Qu'est-ce que c'est? Le bureau des affaires occultes. Et si la plus grande des séries était en librairie? Le bureau des affaires occultes d'Éric Foissier. La plaquette est énorme. Je ne sais pas si vous voyez ma tête. Je ne connais pas le bureau des affaires occultes quand la science inspire le crime. Alors, c'est un flic scientifique, une plongée vertigineuse dans les entrailles de Paris 1830. Ça peut être pas mal. Pas mal, c'est une plaquette originale, tiens. Et donc, il y a 3 livres. On attendait que 2. Ouf, il est lourd. Voilà, donc j'avais demandé celui-ci, le Melissa d'Acosta. Je revenais des autres. Je n'ai pas lu les autres romans de Melissa d'Acosta parce que j'ai entendu beaucoup trop de choses sur ces précédents romans. C'est-à-dire que quand en fait on parle un peu trop d'un livre et qu'on me dit « Ah, tu devrais lire, tu devrais lire, tu devrais lire », eh bien en fait ça me bloque plus qu'autre chose. Je mets la barre très très haute et du coup je suis passablement déçue. Donc le Melissa d'Acosta, on m'avait dit « Oui, tout le bleu du ciel, tu vas adorer, tu vas adorer, tu vas adorer ». On me l'avait même offert et pour vous dire, je l'ai échangé en librairie. Donc pour vous dire... Comme quoi j'avais été rebutée par ce mouvement de foule là. Et alors là, bon, bah, je me dis, voilà, j'ai pas encore cette sensation, donc ça peut être une bonne découverte pour commencer. Philippe a 40 ans, il est directeur commercial, marié et père de 2 enfants. Ambre a 20 ans, n'est rien et n'a personne, sauf lui. Quand submergée par le vide de sa vie, elle essaye de mourir, Philippe l'envoie loin, dans un village de montagne, pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui, pour sauver sa famille aussi. Je revenais des autres et l'histoire d'un nouveau départ, le feuilleton d'un hôtel où vit une bande de saisonniers, tous un peu abîmés par la vie. Le récit de leurs amitiés, doutes, colère, rancœur, amour aussi. Le roman des autres, ceux qu'on laisse entrer dans sa vie, ceux qui nous détruisent, mais surtout ceux qui nous guérissent. Ça a l'air d'être un livre sur la résilience, ça a l'air d'être une histoire de reconnaissance, peut-être une quête de soi. Ça me parle. J'aime bien la mise en page. Le livre fait 565 pages. Bon, bah, exactement comme Petite que je suis en train de lire, mais il est très lourd. Je sais pas si c'est les feuillets qui sont comme ça, mais... Alors, ensuite... Celui-là, j'y tenais absolument. Dommage, je ne l'ai pas dédicacé. C'est le nouveau Anne-Gaëlle Huon, pardon. Ce que les étoiles doivent à la nuit. J'ai adoré tous les livres de Anne-Gaëlle. Pour vous dire, je les ai depuis son époque de chez City. Vous avez peut-être pas connu celui-là.
Le bonheur n'a pas de ride, qu'elle avait son tout premier roman qu'elle avait publié chez City et qu'elle m'avait envoyé dédicacé depuis New York. Donc pour vous dire, j'avais adoré et puis ensuite j'ai adoré les deux autres de Anne Gaëlle que j'ai là, d'ailleurs de chez Albert Michel, que j'ai adoré bien sûr. Et du coup, eh bien celui-ci, il va rejoindre la collection colorée des Anne Gaëlle. Il est superbe. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je fais 100% confiance à l'autrice. Il n'y a pas de hasard, dit-on, seulement des rendez-vous. C'est ce que va découvrir Lise, chef prodige et étoilée, en partant au Pays Basque sur les traces de sa mère. Dans un petit village perdu, elle rencontre Monsieur Etchegoyen. Eh mais c'est la suite. Monsieur Etchegoyen, dandy insaisissable et plein de panache, qui lui confie les clés de son restaurant et un défi à relever, faire de sa gargote une adresse gastronomique. Mais Peyo, le chef, ne voit pas arriver cette étrangère d'un bon œil. L'un et l'autre vont devoir s'apprivoiser et affronter ensemble les fantômes de leur passé. Est-ce que ça a un lien avec les demoiselles? Parce que les demoiselles se passent aussi au Pays Basque. À suivre! J'ai trop envie de le lire. J'aime trop Anne Gaëlle. J'aime trop cette autrice parce que ce qu'elle dégage, sa simplicité, enfin j'adore. Bon là il est un peu moins long, il fait 310 pages. Donc ça se lirait un peu plus vite. Ah bah voilà! Je comprends mieux la plaquette. Alors ça j'étais pas au courant et donc du coup c'est la plaquette, le bureau machin. Le bureau des affaires occultes, Éric Foissier, quand la science inspire le crime. Donc il m'a envoyé le livre. Automne 1830, dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Valentin Verne, jeune inspecteur du service des mœurs, est muté à la brigade de sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse mêlée à l'ésotérisme, alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour le mystérieux et l'irrationnel, Valentin Verne sait en décrypter les codes. Nommé par le préfet à la tête du bureau des affaires occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le seul nom du vicaire? Qui se cache derrière ce visage angélique où perce parfois une férocité déroutante? Qui est le chasseur? Qui est le gibier? Ça peut être pas mal. J'aime pas trop les résumés qui durent 100 ans, mais là c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Le sujet me parle bien par contre. Ah, et donc il fait 360 pages. Ah non, ça c'est des références, pardon. 350. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je vous ai même pas montré la couverture. Excusez-moi, Éric Foissier. Ça a l'air pas si mal. Eh bien, merci Albin Michel. De bonnes lectures en perspective. Mais alors ça, intéressant. Mais je vais pas le garder. Voilà, bon, écoutez, je vais vous laisser. Je dois aller à mon siège social. Ensuite, je dois aller à la poste, déposer un colis mondial relais. Ensuite, je dois aller faire mes courses. Et ensuite, je dois passer au Castorama Drive parce que j'ai fait une commande. Voilà, très intéressant. Mais avant, il faut que je travaille. Et aussi, il faudrait que je lise Petite. Mais à mon avis, j'aurai pas le temps. Donc, je le terminerai sûrement ce soir. Voilà, je vous dis à plus tard. Darkest hour, I wanna come for you.
Elodie et c'est dans mon plus bel apparat que je viens vous parler. Désolée pour ma dégaine mais je fais des journées de dingue. Tout ça, ça passe après, hein. Voilà, simplement je viens 5 minutes vous parler avant d'aller à la poste parce que j'ai des commandes là-bas, vous les voyez pas, à déposer. Donc merci encore pour toutes les commandes que vous passez sur la boutique Petite Lectrice. Manifestement, le mug à emporter, c'est le must-have du printemps parce que vraiment vous l'avez dévalisé, donc il m'en reste encore quelques-uns. Et moi je l'adore, je fais tout le temps mon matcha dedans, vous le voyez à chaque fois. L'été je fais des smoothies, des jus et tout, vous pouvez mettre des thés glacés, enfin bref, j'aime trop ce mug. Bref, tout ça pour vous dire merci encore une fois pour toutes vos commandes et votre confiance. Je vois que les produits vous plaisent donc je suis ravie. Je viens vous parler de ma dernière lecture, donc j'ai terminé Petite de Édouard Carré aux éditions du Cherche Midi et comment vous dire que j'ai adoré ce livre. Alors je pense que c'est un coup de cœur et en même temps c'est pas un coup de cœur. Tout simplement parce que c'est un coup de cœur au niveau de la qualité du livre. L'histoire est excellente, le récit est excellent, les dessins qui sont à l'intérieur viennent vraiment rajouter un grand plus à ce livre. Néanmoins, en fait, cet univers un peu Tim Burtonien, je sais pas comment vous dire, un peu sombre, un peu glauque, mais en même temps avec une grande innocence. C'est pas ma came, c'est pas vraiment mon style, c'est pas mon style de prédilection, c'est pas vraiment ma zone de confort. Donc là, clairement, je suis sortie de ma zone de confort, c'est avec vraiment grand plaisir que j'ai découvert cette histoire. Néanmoins, je peux pas lui attribuer le coup de cœur ultime parce que c'est pas vraiment moi. Néanmoins, ce livre est excellent. Vous allez vraiment connaître l'histoire de Madame Tussaud. C'est un livre qui a été écrit pendant 15 ans, l'auteur a mis pour l'écrire, pour le rédiger. Il y a des énormes recherches, il y a d'énormes références historiques. La qualité d'écriture, c'est sublime, franchement. Ce livre, j'aurais pu le dévorer en quelques jours, simplement c'était un manque de temps. De mon côté, sinon je l'aurais vraiment dévoré. N'ayez pas peur, il fait 560 pages mais ça se lit super vite parce que en fait il y a beaucoup d'illustrations, la mise en page est superbe. Franchement, c'est pas parce que j'aime cette maison d'édition mais Cherche Midi, ils ont fait un énorme effort au niveau de leur qualité éditoriale en fait, parce que là les derniers livres que j'ai pu lire depuis Les Femmes des Résiranches, donc depuis janvier 2021, tous les livres du Cherche Midi, je les ai trouvés superbes au niveau vraiment du travail éditorial, donc de la mise en page, de la police d'écriture, des illustrations, etc. Franchement, que ça soit du cozy murder ou de l'historique, enfin, je suis ravie de leur travail. Et il faut le mettre en avant puisque moi je trouve que c'est important pour un lecteur d'avoir ce confort, ce plaisir au niveau du travail vraiment éditorial mais de manière physique en fait, de l'objet. Voilà, bref, peu importe. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Petite. Donc Petite c'est Marie Grossols, je sais pas dire son nom, qui va devenir Madame Tussaud. Son histoire avec la cire, son histoire avec les têtes, son histoire avec Curtis, son maître, et l'histoire avec un grand H, la Révolution française, Paris, les rues de Paris, les odeurs de Paris, les monarques de Paris. Voilà, c'est tout ça réuni dans un seul livre. À la fin est assez triste et d'un autre côté, il y a une double fin en fait. Il y a une fin un petit peu triste et d'un autre côté il y a une fin vraiment très très belle, très élégante et qui termine en beauté cette histoire. Donc foncez, ce livre en vaut vraiment vraiment la peine. Je pense que je me serais pas arrêtée dessus si Benoît me l'avait pas mis entre les mains. Donc Benoît, merci encore une fois pour tes fabuleux conseils puisque j'ai adoré ce livre. Du coup, suite à ça, j'aurais dû prendre Duchesse de la Mort de François Rivière, donc qui écrit l'histoire, la biographie d'Agatha Christie. Néanmoins, il y a beaucoup de spoil. Alors déjà que j'ai mis celui-là entre parenthèses, vous voyez, je me suis arrêtée là parce qu'il n'y a que des spoils et je comprends pas quel est le but de l'auteur de spoiler tous les twists et tous les meurtres d'Agatha Christie dans une biographie. On n'est pas obligé, on peut juste raconter sa vie en fait. On n'est pas obligé de dire ah bah elle a tué machin et ah le meurtrier dans ça, c'était trop facile. Ben, non en fait, faut pas faire ça les gens, arrêtez. Donc celui-ci je l'ai mis de côté à grand regret parce que voilà, François Rivière c'est la même histoire voire pire. Donc du coup eh bien je vais arrêter les biographies d'Agatha Christie
et je vais continuer de découvrir son œuvre en globalité avant de m'attaquer aux biographies, parce que malheureusement on dirait que c'est pour faire mousser la mousse, c'est pour je sais pas pourquoi les auteurs font ça, vraiment je ne comprends pas. Bref, je digresse. Donc à la place de la biographie de Marie-Antoinette, n'importe quoi. À la place de la biographie d'Agatha Christie, je reprends la biographie de Marie-Antoinette. Donc, Stéphane Zweig, j'en suis toujours là. Je m'étais arrêtée ici, donc comment vous dire très loin. Chapitre 6. Et je le reprends pendant encore quelques jours pour rattraper mon retard. Et là, en fait, comme ça se passe au moment du règne de Louis XVI, je suis complètement dans l'ambiance de ce Paris. Vraiment, là, de ce Paris de Louis XVI, ce Paris de Révolution, ce Paris de Marie-Antoinette, etc. Donc, je trouvais que le lien était tout fait pour revenir à Marie-Antoinette de Zweig. Alors là, simplement, celui-ci, je le garde pour mettre mon marque-page et voir un petit peu où j'en suis. Je ne le lis pas en papier, je le lis en liseuse parce que la police d'écriture et tout, c'est super condensé. Donc... voilà, simplement, je le lis sur liseuse. Je l'ai trouvé à 1 € et quelques pour la même traduction sur Vivelio, donc je ne vais pas m'enquiquiner. Ça, c'est pour mes lectures. Sinon, j'ai reçu 2 petits paquets aujourd'hui. Alors, ce qui est beaucoup trop drôle, c'est que les 2 paquets ont exactement le même timbre. C'est génial. Avec le même petit bip-bip dessus. Et pourtant, c'est 2 choses diamétralement opposées. Donc tout d'abord, j'ai passé une petite commande chez Adelcha. Encore une fois, je sais. Adelcha qui est une illustratrice que j'ai découvert sur Instagram, qui a une petite boutique Etsy que je vous mettrai dans la barre d'infos. Et ça fait déjà 2 fois que je commande des petites beautés. Oh là là, mais regardez-moi ce travail. Comme c'est sublime. L'emballage, on n'a pas envie de le déballer. Oh. En fait, c'est un espèce de petit post Instagram, trop mignon, avec écrit moins 10% sur votre prochaine commande. Oh, mais c'est beaucoup trop mignon. Donc, je déballe. Regardez comme c'est beau. Elle doit mettre 100 ans à faire ses paquets, mais quelle patience. J'aimerais avoir la même patience pour faire les miens. Petite lectrice, je suis désolée, les miens, c'est un peu plus what again. Avec ce petit fil. Et j'ai gardé le petit fil la dernière fois. Regardez, c'est trop drôle. Je l'ai gardé là à côté de mon canapé parce que mes chats sont dingues de ce petit fil que j'avais déjà eu dans la commande de Adèle. Donc un deuxième, ils vont être ravis. Regardez ce petit gypsophile qu'elle a collé là. Alors gypsophile, c'est la plante. C'est beaucoup trop chou. Donc je me suis commandé des marque-pages. Des marque-pages livres. Oui, parce que j'ai une boîte à marque-pages remplie, bien sûr, mais bon. Il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit « Tant que tu n'as pas un marque-page par livre, tu peux toujours en acheter. » Je trouvais que c'était très bien. Vu que j'ai à peu près 1000 livres, j'ai encore de la marge. C'est tellement bien emballé que j'ose pas l'ouvrir. On va le déchirer quoi. Alors déjà, elle m'a écrit un petit mot sur cette carte beaucoup trop mignonne que je n'avais pas dans ma collection. Merci Adèle. Et là, c'est les petits marque-pages. Non mais regardez l'emballage. Et j'ai pris des grands formats cette fois. La dernière fois, j'ai acheté des petits formats, donc des formats poche en fait. Là, j'ai pris des grands formats. Oh, j'ai tout déchiré. Oh là 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 là, j'aime beaucoup trop. Regardez, avec un petit chat. Un petit livre, une montre et tout. Ah, celui-là, il est plus summer vibes avec un chapeau. Je suis un peu fatiguée, ça se sent. Alors celui-là, il est complètement comfy, cozy. Je sais pas si on le regarde comme ça. On le regarde comme ça. On le regarde comme ça. Les deux fonctionnent. Ça, c'est un peu genre printemps, automne, rentrée littéraire. Ça, c'est carrément hiver. Et alors ça, c'est carrément summer. J'aime beaucoup trop. Merci Adèle. Alors du coup, voilà, le format, c'est comme ça. Vous voyez? C'est un grand format. Faites attention, si vous en achetez, il y a différents formats. Pour les cartes aussi, c'est pareil, elle a différents formats sur sa boutique Etsy. Oh là là, mais c'est trop bien, c'est trop joli.
Donc voilà mes achats. Ah non, mon achat chez Adèle. Attendez, je range parce que j'ai mis un bazar là. Ah non, j'ai perdu mon petit mot là. Ah non, il est là. C'est trop mignon ce petit gilet. Bref, sorry. Et donc là, j'ai commandé des bijoux chez Ise Paris. Alors Ise, c'est une marque de bijoux que j'adore. Bon, je suis très peu objective puisque c'est une de mes meilleures amies, la créatrice. Ah, c'est trop chou. Ah, ma vieille carambar. Et un maman. Oh, mais c'est trop comme dans notre enfance, ça. Et donc, ma chère et tendre, je ne vais pas prononcer son nom ici parce que je pense qu'elle veut rester anonyme. Néanmoins, donc je suis très peu objective parce que j'adore ce qu'elle crée, je suis très très proche d'elle et j'adore ce qu'elle fait, en plus j'adore ses produits, c'est pas pour lui faire plaisir. Du coup je me suis commandé encore une paire de boucles d'oreilles que je vais porter cet été. Donc déjà les petits pochons Ise comme ça, j'en ai une dizaine, je les garde. Du coup ça me permet de mettre mes bijoux dedans à l'unité en fait. Donc je me suis commandé... Ah, c'est tellement bien emballé. Ah, elles sont trop beaux. Des boucles d'oreilles. Oh, attendez, je vais les mettre. Enfin, je vais vous montrer comme ça. Tic tic. C'est des petits pendants comme ça avec... Alors je me rappelle plus la pierre. La jade. Je sais pas. Et j'ai les mêmes en marron. Oh, j'aime trop. Donc du coup, Ise, en fait, elle a créé ça. Ah, j'ai bloqué moi. Elle a créé ça, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans. Et du coup, maintenant, elle commence à être bien connue. Elle fait elle-même tous ses bijoux. Elle fait importer ses pierres et tout. Elle les fait contrôler, machin. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Encore une fois, voilà, je suis pas très objective parce que c'est une de mes meilleures potes. On a fait notre mémoire ensemble d'ailleurs. Je sais pas si on verra bien. Alors la tenue ne correspond pas franchement au style. Hein. Faut imaginer ça avec un petit chemisier en été ou une petite robe à volant quoi. Attendez, je me mets à la lumière. Je sais pas si vous voyez. Alors, pas trop près quand même parce que je suis pas maquillée. Ah, j'aime trop. Et du coup, la petite pierre, elle est en plusieurs couleurs et moi je l'ai aussi en marron. Mais vert, je trouvais que c'était canon pour l'été avec un bon bronzage. Voilà. Bon, les amis, j'ai vraiment beaucoup trop parlé pour ne rien dire. Je vais aller à la poste. Postez vos commandes et ensuite eh bien, je vais rentrer. Je pense que j'aurai encore pas mal d'emails à envoyer et de choses à traiter pour l'eucalyptus. Et ensuite, eh bien ensuite, je retourne à Marie-Antoinette. Vous voyez, j'ai mes commandes là-bas. Je retourne à Marie-Antoinette de Stéphane Zweig et ce week-end, j'ai trop hâte parce que nous devons lire. Enfin, on a organisé une petite lecture commune pour lire 24 heures dans la vie d'une femme à lire sur la journée en fait. Donc du coup ça va être une lecture tous ensemble. Voilà. Je vous dis à plus tard. Hello les amis, aujourd'hui on est jeudi et c'est le carnet de bord le moins ensoleillé que j'ai fait depuis très longtemps. Il fait que pleuvoir. Je viens de braver la pluie pour aller à la boîte aux lettres, donc je vais vous montrer ça. Juste avant, je voulais vous montrer mes boucles d'oreilles en mode marron. C'est trop belle, non? Bref, alors niveau lecture, je suis dans Marie-Antoinette, je suis dans le chapitre 10, donc comment vous dire que... J'ai bien avancé parce qu'hier j'étais au chapitre 6, sachant que c'était long chapitre.
Mais alors sur ma liseuse, je suis à la page 120 sur 495. Donc je suis pas prête d'avoir fini, mais c'est pas grave. On suit toujours la vie de Marie-Antoinette de manière très bien racontée par Zweig. C'est une biographie qui est très agréable à lire en fait. Il y a beaucoup de passages qui sont entrecoupés de lettres, c'est des anecdotes et en même temps c'est un aller-retour un petit peu dans l'histoire globale de la vie de Marie-Antoinette vs le moment présent. Donc le moment présent dans l'histoire, je sais pas si vous voyez. Par exemple, on a commencé l'histoire avec Marie-Antoinette qui a 12 ans, etc., qui est adolescente, qui va se marier et autres. Et en fait, parfois, Zweig dit « Et voilà, c'est ce qui lui coûtera sa tête lors de son exécution ». Donc on sait la chute finale de ce livre, mais on revient par exemple, s'il était en train de parler de l'époque de ses 17 ans, on revient sur l'époque de ses 17 ans. Donc il y a une espèce d'aller-retour comme ça, qui est assez dynamique. Et en même temps, on a des lettres qu'elle échange avec sa mère qui échange avec des ministres, etc. Puisque sa mère se trouve en Autriche et elle voit d'un très mauvais œil l'attitude de sa fille. Et elle voit que les Français vont à leur perte avec le règne de sa fille. Donc c'est un petit peu rigolo de ce côté-là, parce qu'en fait elle avait un peu tout prévu. Bref, donc je me régale dans cette lecture. J'adore la plume de Zweig. C'est vraiment l'auteur que je découvre cette année. Vous l'aurez compris. Donc je reviendrai vous voir plus tard. Je commence un thriller demain avec Sophie. Et donc tout le week-end, je vais un petit peu alterner entre Zweig et entre mon thriller qui n'est pas très long et qui apparemment se dévore. Mais je reviendrai vous parler plus tard de cela. Je suis désolée pour la vue magnifique sur mon meuble à chaussures. Donc j'ai bravé la pluie, le froid, le tonnerre et les éclairs. J'ai bravé tout pour aller à la boîte aux lettres et sauver mes livres. Alors je les ai vite enlevés de leur emballage qui était mouillé, donc pour les laisser sécher, mais en fait ils ont rien du tout. Donc j'ai reçu deux choses. Je sais pas par quoi commencer. Donc tout d'abord ce que je savais que j'allais recevoir. Bon, vous avez compris. Du coup, c'est un nouveau Cozy Murder, Cozy Mystery. Je commence à être la queen du Cozy Murder. Je crois que j'ai toutes les sagas chez moi. Et donc, il s'agit de Bal tragique à Windsor. C'est la saga qui sort aux presses de la Cité. Sa Majesté mène l'enquête et c'est écrit par S.J. Bennett. La couve est trop sympa, s'il vous plaît. Donc bien sûr, c'est la reine qui va enquêter cette fois. Windsor, printemps 2016, la reine Elisabeth II s'apprête à célébrer ses 90 ans et attend avec impatience la visite du couple Obama. Mais au lendemain d'une soirée dansante au château, un pianiste russe est découvert pendu dans le placard de sa chambre, quasiment nu. Shocking. Lorsque les enquêteurs commencent à soupçonner son personnel d'être impliqué dans cette sordide affaire, Sa Majesté, persuadée qu'ils font fausse route, décide de prendre les choses en main. Mais être reine a ses inconvénients et notamment celui de ne pas passer inaperçu. C'est donc Rosie, sa secrétaire particulière adjointe, qui va l'aider à démêler ce sac de nœuds. Quand Miss Marple rencontre The Crown. Un premier volume d'une royale série de Cozy Mysteries. Sa Majesté mène l'enquête. Ça a l'air trop cute, j'aime trop. Il est pas hyper long je crois. Il fait même pas 350 pages. Non mais j'aime trop regarder la déco devant quoi. Excellent. Et donc ça c'est S.J. Bennett. Je ne connais pas. Oh là là, mais c'est trop bien. La mise en page j'adore. Donc voilà, un nouveau Cozy Mystery à découvrir, très british et très actuel, puisque manifestement ça se passe en 2016. Ça change un peu des autres Cozy Murder, Cozy Mystery que j'ai pu lire, qui se passent souvent début du 20e. Donc plutôt cool à découvrir. Et alors la couve elle est en... je sais pas si en surbrillance, vous voyez, un peu trop bien. Donc ensuite j'ai reçu un livre de la part de Flammarion dont je n'étais absolument pas au courant et qui est dédicacé en plus. Celui-là il n'est pas dédicacé je pense pas. Qui est dédicacé. Alors je connais l'autrice, en plus je l'ai rencontrée déjà à Paris. Il s'agit de Un amour retrouvé de Véronique de Bure par l'auteur d'un clafoutis aux tomates cerises. La couve est super romantique, super élégante, j'adore. Alors, Véronique de Bure, j'ai deux livres d'elle. Déjà, j'ai les clafoutis aux tomates cerises que j'ai dédicacé, qui est dans ma palle depuis des millénaires, que je n'ai jamais lu. Et j'ai également un livre le premier que j'ai lu en fait de elle, ça a vite vu, j'en ai que deux, c'est le livre qui raconte la disparition de Estelle.
Je me rappelle plus son nom de famille. Bref, et en fait c'est le père d'Estelle qui raconte et c'est Véronique Debure qui rédige. Et donc j'avais adoré, c'était passionnant, je vous mettrai peut-être une image en fait, parce que sinon vous voyez pas du tout de quoi je parle. Et donc Véronique Debure, je l'avais rencontrée à Paris et j'avais trouvé cette nana hyper sympa, hyper dynamique, souriante et tout. Et donc je ne savais pas qu'elle sortait un nouveau roman. Pour Estelle, cette drôle d'histoire, un amour retrouvé plus de 50 ans après. Une relation mère-fille chamboulée, bien cordialement, je crois que c'est ça. Alors, il arrive une drôle d'histoire. C'est par ces mots que Véronique est accueillie cette nuit-là par sa mère. Elle raconte sa vie. 73 ans. Et c'est vrai que c'en est une drôle d'histoire, celle de la réapparition d'un premier amour, premier chagrin aussi, dont elle était sans nouvelles depuis plus de 50 ans. Très vite va reprendre une cour à l'ancienne, faite de visites, de billets doux, de retrouvailles émues et de mains qui s'effleurent. Comment vit-on l'amour retrouvé à l'âge des tables de bridge et du temps qui s'effrite ? Et comment, lorsqu'on est la seule fille de la fratrie et que l'on peine encore à faire le deuil d'un père trop tôt disparu, accepter l'intrusion de l'homme du passé et la liberté nouvelle d'une mère qui nous échappe. Oh, ça me parle grave. Mais le personnage s'appelle Véronique, c'est peut-être une histoire un peu de sa vie. Remerciement, je ne voudrais pas me spoiler, mais on ne sait pas. Est-ce que c'est écrit là peut-être? Aucune idée. Bref, ça c'est l'autrice. J'ai le nez tout rouge. Ce livre a l'air super joli, super élégant. Ça fait un petit peu écho au dernier livre que j'ai lu de Karen Pond, donc La lumière était si parfaite, où il y a une relation mère-fille avec un homme intrus dans le passé, etc. Donc c'est un petit peu l'écho. Ça a l'air pas mal, il fait même pas 300 pages. Je pense que c'est une petite douceur, mais je pense qu'on sort aussi les mouchoirs. À suivre. Mais en tout cas, merci beaucoup Flammarion et Véronique, je suis ravie. Ça me fait grave plaisir. Donc ça, je vais peut-être pas le garder. Donc voilà, de nouveaux thés qui viennent rentrer dans ma pelle gigantesque. Mais je suis ravie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là, il est quelle heure? Il doit être pas si tard que ça. Il est 15h17. En fait, j'ai fait une pause pour me faire un méga giga thé. Vous voyez le mug? C'est 1 litre de thé parce qu'il pleut et qu'il fait caca boudin et que j'aime pas ce temps là, donc je me réconforte avec un petit thé et ensuite je pense que je vais pas vraiment bouger, je dois juste récupérer un colis à Boulanger. Je me suis acheté un petit accessoire, non mais j'achète que des merdes ce mois-ci, franchement c'est n'importe quoi. Je me suis acheté un petit accessoire pour mixer mon matcha. Inutile. Mais non mais si, c'est très utile. C'est le, vous savez, un petit mousseur. Pas le mousseur à lait parce que ça je l'ai. Mais le mousseur, vous voyez, moi j'ai le bambou qui se mousse comme ça à la main. Bah là c'est un petit... ça veut rien dire. Bref, je vous montrerai éventuellement, mais normalement je dois aller chercher ce soir. Donc voilà, je vous retrouve un peu plus tard pour vous dire des choses un peu plus intéressantes. Voilà la bête. Du coup, j'ai essayé dans un bol, j'en ai mis partout. Du coup... Ça fait bien la mousse de matcha. Miam. Est-ce que vous voyez que mon chat est bloqué dans l'arbre? J'arrive mon doudou. Tu veux pas descendre tout seul? Qu'est-ce que tu nous as fait? T'es bloqué? Eh oui, t'es bloqué maintenant. Il faut que je vienne te chercher.
Eh oui, mon bébé, j'arrive. Hello les amis, aujourd'hui on est vendredi, il est midi 10. Je suis en train de me préparer à manger, ça cuit. Du coup, je vais essayer de manger très vite parce que à midi 30, je fais un live sur Instagram avec Alexia, My Book Vision. Il fait encore un temps pourri, enfin froid et gris. Je remets les pulls, j'ai l'impression de faire un pas en arrière alors qu'il y a une semaine j'étais en maillot sur ma terrasse. Mais bon, c'est pas grave, c'est normal, il y a encore les seins de glace, de toute façon jusqu'au festival de Cannes. Donc c'est-à-dire vers le 20 mai, il fait toujours un peu bizarre ici dans le sud. Et ensuite, passé la date du festival de Cannes officiel, on a du beau temps. Donc voilà, bref, assez parlé météo. J'ai reçu le catalogue des éditions 10-18 que j'adore regarder. Donc du coup, je vais l'ouvrir et je vais faire des croix, comme dans les catalogues de quand on était gosse. Ah mince, ça sonne. Je reviens vous parler dans 2 minutes. Les amis, on est toujours vendredi. Je me suis changée, je me suis mise en tenue de sport. Mais j'ai un petit peu fouet, donc j'ai mis un petit châle. J'ai fait le live à midi, donc finalement je vous ai pas repris. Parce que je suis allée manger et ensuite il y avait le live avec Alexia qui était super sympa. Du coup là il est 16h, je me fais un petit thé qui est beaucoup trop chaud à mon avis. Et je viens vous parler de ma lecture, enfin ma lecture express. Hier je vous ai fait un unboxing, j'ai reçu 2 choses, donc un Cozy Mystery, donc sur la Reine d'Angleterre, et un livre de Véronique de Bure. Donc juste après ça, j'ai lu le soir, j'ai lu quelques pages du livre de Véronique de Bure. Juste pour me faire un petit peu une idée de ce dont ça allait te parler, parce que sachant que je m'attendais pas du tout à recevoir ce livre, je savais pas vraiment de quoi ça allait parler, à part de la mère de Véronique et éventuellement de sa vie personnelle. Et il s'est avéré que j'ai terminé le livre. Donc je l'ai lu d'une traite, ça n'était pas du tout prévu. Donc en fait c'est l'histoire donc de Véronique de Bure, c'est sa vraie histoire et c'est l'histoire de sa mère qui à 70 ans passés va retrouver l'amour, puisque en fait son mari décède, elle devient veuve et par un pur hasard son premier amour de jeunesse la recontacte et il va re-rentrer dans sa vie. Alors c'est très très bien, la mère de Véronique va vivre la chose, va passer par beaucoup d'émotions, telle une adolescente, elle va hésiter, elle va d'abord refuser, puis ensuite se laisser prendre au jeu, etc. Mais tout ce roman est en fait à la fois l'évolution de la mère de Véronique, mais surtout l'évolution de elle, comment elle va ressentir la chose, sachant que elle est une enfant qui a été énormément choyée, elle a une relation au souvenir de son père qui est très intense, elle va vouer un culte à sa mère et à leurs moments de complicité qui vont être complètement chamboulés par l'arrivée de cet homme. Et en fait, pendant ce roman, on va osciller entre l'égoïsme d'une enfant qui voudrait garder un parent que pour elle et en même temps le désir profond de rendre ce parent complètement heureux en le laissant faire sa route. Tout ce livre est écrit à la 2e personne du singulier, donc en fait c'est un peu un roman qui est adressé à sa mère, donc elle lui dit tu, en fait elle dit tu étais comme ça, tu as reçu une lettre, tu m'as dit ça à ce moment-là, tout le roman est construit de cette manière. Et j'ai trouvé ce livre tellement vraisemblable, tellement réel, très très touchant, très intime, parce que c'est pas vraiment une romance, après il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu romancées. Néanmoins, c'est l'histoire de Véronique et j'ai trouvé que c'était une vraie confidence en fait. On rentre vraiment dans l'intimité des sentiments d'une fille à sa mère et la relation qu'elles peuvent éprouver. Et je me suis retrouvée dans beaucoup de ces réflexions, beaucoup de ces situations. Parce que moi, je suis fille unique, j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère et que elle a eu un homme dans sa vie qui a, je suis très heureuse, mais qui a eu pour moi aussi cet effet un peu bouleversant. Alors d'une autre façon, parce que ici Véronique a plus de 30 ans quand ça lui arrive, sa mère a 70 ans parce qu'elle l'a eu très très tard. Alors que moi dans ma vie j'étais pré-ado voire adolescente, donc c'était pas vraiment pareil. Mais j'ai trouvé que la vraisemblance et elle était complètement
elle prenait toute la place parce que je suis complètement d'accord avec ces sentiments-là, ces expressions-là. Et voilà, donc j'ai partagé intimement les émotions de Véronique de Bure dans ce livre. C'est pas un livre que je recommande à tout le monde. Je recommanderais pas ça à un public jeune. Je recommanderais pas ça à des gens qui ont perdu un être cher il y a pas si longtemps. Mais je recommanderais ça à toutes les personnes qui ont une relation passionnelle, fusionnelle avec un proche, que ce soit un père, une mère, un enfant, pour comprendre ce que parfois on ne comprend pas. Mettre des mots sur des émotions qu'on n'explique pas. Mettre des mots sur des sensations qu'on croit comprendre, qu'on croit expliquer, mais qui sont peut-être interprétées d'une manière complètement différente par l'autre. Donc voilà, c'est un livre qui m'a surprise, c'est pas un coup de cœur, mais j'étais vraiment surprise par ce livre. Il sort le 6 mai, donc la semaine prochaine. C'était pas du tout prévu que je le lise, mais voilà, ce livre a rencontré ma route et je l'ai lu d'un coup. Donc si jamais cette petite introduction vous a plu, voilà, je vous invite à découvrir La Plume de Véronique de Bure. Par contre, la plume est sublime. Alors après, ça se lit très vite parce que, vous voyez, les chapitres sont très courts. Ils font 1 à 2 pages maximum. En fait, quand vous terminez un chapitre, vous voyez, vous tournez quasiment la page. Donc ça se lit très vite, hein. Il fait 280 pages. Je l'ai lu en une soirée et ce matin, il me restait 30 pages. Donc, vous voyez, je l'ai terminé super vite. Voilà, alors par contre du coup je n'ai pas du tout avancé Marie-Antoinette puisque j'étais dans une autre histoire, mais c'est pas grave, Marie-Antoinette me suivra pendant le mois de mai aussi. Du coup ma prochaine lecture que je commence ce soir en lecture commune avec Sophie du Comte du Café et des Livres, c'est un thriller qui s'appelle L'ombre de la menace de Rachel Caine. Là c'est aux éditions L'Archipel. Alors je sais pas s'il est sorti en poche, je pense pas. Alors ce livre il est sorti en 2017 sous le titre anglais Stillhouse Lake. Et voilà, et il a été traduit en 2019 et publié chez l'Archipel. Voilà, il fait 330 pages et je ne connais pas l'histoire. Voilà, en fait simplement ce livre, ma tante, alors je reprends l'histoire depuis le début. Ma libraire préférée a conseillé à ma tante de lire ce livre et ma tante qui est très fan de polar a suivi complètement son conseil. Elle a adoré, dévoré. Elle a acheté un autre de Rachel Caine qui s'appelle L'ombre de l'assassin, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, je vous remettrai le titre ici. Et en fait, elle a dévoré les deux et elle s'est rendue compte qu'elle avait acheté en double celui-ci, Rachel Caine, puisqu'elle a confondu en fait les deux livres. Je crois que c'est ça l'histoire. Bref, du coup, elle me l'a offert en me disant écoute, je l'ai acheté en double et en plus il est génial, donc je te l'offre. Et du coup, j'en avais discuté avec Sophie et Sophie était plutôt tentée de découvrir ce livre aussi. Donc voilà pourquoi nous en sommes arrivés là. J'ai très hâte de le découvrir. Et voilà, la couverture est assez mystérieuse. Donc je reviendrai vous parler un petit peu de ce livre quand j'en saurai plus, quand je l'aurai un petit peu entamé. Voilà, sinon aujourd'hui on est le 30 avril et du coup je vais faire mon bilan lecture du mois. Franchement ce mois-ci j'ai lu 13 livres. Je pensais pas en lire autant. J'ai lu des tout petits livres très rapides, donc je sais pas si ça compte, mais oui ça compte quand même. Mais j'ai lu pas mal de choses, donc je vais vous montrer ça. Je suis assez hallucinée en fait combien les plannings de lecture et les organisations de lecture communes stimulent mes temps de lecture, mais me fait lire beaucoup plus. Je m'en rends compte parce que à la fin, pourtant mon activité professionnelle a augmenté, donc j'ai encore plus de travail qu'avant. Plus de travail, vraiment je vous parle en toute honnêteté, j'ai un peu plus de travail qu'avant et pourtant je lis plus qu'avant. Alors je ne sais pas ce qui a changé dans mon quotidien, mais j'avoue que les plannings de lecture et les lectures communes stimulent énormément ma rapidité ou mon engagement dans ma lecture, j'en sais rien, ma concentration. Alors ça c'est dû aussi au confinement, hein, faut pas se leurrer, mais pas que. Donc je vais vous montrer cette pile parce que manifestement mon thé est vraiment trop chaud. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà, donc en fait, durant tout le mois en cours, je fais cette pile, voilà, qui est dans ma bibliothèque de pales, de livres de poche. Et en fait, je les pose au fur et à mesure du mois.
Et à la fin du mois, en fait, je prends tous ces livres, je fais ma photo de bilan du mois pour Instagram. Et ensuite, je range tous ces livres en une seule fois dans ma bibliothèque parce que sinon, à chaque fois, il faut tout que je décale. Donc bref, voilà. Donc j'ai lu pas mal de choses, des choses complètement différentes, je trouve. Alors voilà, après, je vous disais, j'ai lu des tout petits livres, genre La lettre d'une inconnue, Ubuntu et tout, c'est des tout petits livres. Mais bon, Le secret des Chimneys, c'était pas si tout petit que ça. Caroline de Mulder, c'était un livre qui n'était pas prévu, tout comme Un amour retrouvé du coup. Mais voilà, c'était un mois un petit peu éclectique et j'en suis ravie. Darkest hour, I wanna comfort you. I know you've been alone. Oh, where do you go? In your head when in the real world there's snow. Oh, I know how you hate the cold. Your life searching for more. Hello les chats, aujourd'hui on est dimanche, je sais pas si vous m'entendrez bien parce qu'il y a énormément de vent, mais j'ai commencé cette lecture, donc L'ombre de la menace de Rachel Caine, je l'ai commencé hier soir, donc j'ai l'édition Archipel, c'est un thriller, et là du coup j'en suis à la page 150 sur 330 je crois, quelque chose comme ça, donc du coup c'est plutôt pas mal, je vous en parlerai en face cam un peu plus tard, mais là en attendant je profite du soleil qui est enfin de retour pour avancer ma lecture, voilà. Ça fait grandement du bien. Il était temps que tu reviennes toi. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes mardi matin. Je viens conclure ce carnet de bord, toujours de plus en plus tard. Il faisait super beau depuis tout à l'heure, bien sûr. Maintenant que je prends ma pause, eh bien, il y a un nuage. Que vous dire? Donc, hier, j'ai vraiment pas pu vous prendre. Le lundi, c'est compliqué pour moi. Et en même temps, j'ai beaucoup de travail puisque nous sommes dans la période des fêtes des mères en Europe et pas qu'en France, et du coup eh bien nous avons beaucoup de commandes, voilà, bref, peu importe. Donc là il est 10h, je fais vraiment ma pause parce que j'ai commencé très tôt ce matin. Je viens de me faire un petit caramel macchiato que j'allais prendre au soleil manifestement. Ah, peut-être qu'il revient. Bref, alors du coup mes lectures du week-end, week-end semaine. Tout d'abord, samedi, vous voyez maintenant j'ai chaud. Samedi, j'ai lu, puisqu'on était le 1er mai, j'ai lu Stéphane Zweig, 24 heures dans la vie d'une femme, là que j'ai aux éditions Livre de Poche. D'ailleurs, je remercie beaucoup Laura qui m'a offert ce livre. Et du coup, voilà, enfin, je continue ma découverte de Stéphane Zweig, la découverte de cet auteur qui me fascine. Dans ce roman, on va suivre le narrateur, manifestement qui est à chaque fois Stéphane Zweig, qui va rencontrer dans un hôtel de la French Riviera, de la Riviera comme on l'appelait à l'époque. Il va rencontrer dans un hôtel de nombreuses personnes et va se passer une scène qui va faire mousser un débat entre les différents habitants de cet hôtel, cette espèce de petite maison d'hôte hôtelière sur la Riviera. En fait, tout simplement parce que un jeune homme très fringant va passer 24 heures dans l'hôtel et une des femmes mariées qui était manifestement là en vacances avec son mari et ses enfants va partir. Voilà, elle va partir, elle va tout quitter pour cet homme qu'elle a rencontré 24 heures auparavant. Et va s'en suivre un énorme débat entre les différents habitants de la maison d'hôte. Chacun y va de son commentaire en disant moi je pense que c'est complètement n'importe quoi, elle a perdu la tête, elle est devenue folle, elle va revenir en pleurs parce qu'elle s'est bercée d'illusions, etc. Et le narrateur est persuadé que c'est complètement compréhensible en fait de tomber amoureux, d'avoir cette espèce de coup de foudre pour une personne en moins de 24 heures.
Et bref, et il va rencontrer donc une petite vieille qui est là, une personne âgée, une Anglaise, qui va l'inviter un soir dans sa chambre pour lui raconter une histoire. Et une histoire qui est la sienne, où il lui est arrivé un petit peu la même chose. Et voilà, elle va raconter comment s'est passé une fois dans sa vie, 24 heures, où elle a eu cette situation. Et donc on se replonge dans le passé de cette dame âgée, dans ces fameux 24 heures où ça se passe encore sur la Riviera, ça se passe au casino de Monte-Carlo. On a vraiment des paysages que je connais par cœur, donc avec la Grande Corniche, vraiment le village de Èze, etc. Et tous ces sentiments et ces émotions de cette femme qui va la traverser en 24 heures. Voilà, je vous en ai déjà dit assez, néanmoins je vous ai pas vraiment spoilé parce que le principal sujet de ce roman, qui est quand même assez court, il fait 120 pages, c'est 24 heures donc de cette femme. Et la narration que va en avoir Stefan Zweig. Alors je trouve que Stefan Zweig, quand elle prend la parole à la place d'une femme, il est assez juste dans ses propos, il est très délicat, il est loin de stéréotypes, comme on peut en avoir aujourd'hui avec des auteurs masculins qui prennent la parole à la place de certaines femmes et qui pensent que voilà, surtout à l'époque, qui pensent que voilà, on est toutes des fleurs bleues, on se pâme devant le moindre gentleman, etc. Et là, Stefan Zweig n'est pas du tout dans ce registre-là, ce qui est fort intéressant et ce que j'apprécie énormément. Néanmoins, ce sera pas mon préféré, voilà, pour le moment. Il ne détrône pas le joueur d'échecs ou la lettre d'une inconnue, parce que le fait que ça se passe près de chez moi, et bien au lieu de me plaire, ça m'a un petit peu déroutée parce que je me suis dit ouais, ok, le sujet est vu et revu, forcément, puisque je découvrais pas grand chose, puisque tout se passe à Monte-Carlo. Et du coup, c'est pas que j'étais un petit peu déçue, mais que moi je me voyais dans une aventure, dans un truc super loin, super profond, etc. Et puis finalement, voilà, ça se passe juste à côté de chez moi. C'est une relation homme-femme très romantique et passionnelle, mais on n'est pas non plus dans le passionnel vraiment à la limite de la passion meurtrière qu'il peut y avoir dans La lettre d'une inconnue. Et en même temps, voilà, c'est très romancé, c'est très doux, mais en même temps c'est très passionnel. Bon, enfin voilà, je vous invite vraiment à lire, je vais pas tout vous spoiler parce qu'il est vraiment très court. Néanmoins, voilà, il détrône pas encore mes deux précédentes lectures de Zweig. Je suis ravie de l'avoir lu parce que je ne connaissais pas ce roman. Certaines personnes, dont ma tante, le lit et le relit très très souvent. Je le relirai peut-être pas. Néanmoins, voilà, j'en suis ravie. Et encore une fois, je me remercie Laura qui me l'a offert. Voilà, moi j'ai une édition livre de poche, vous savez que j'essaye de collectionner chez Livre de Poche. Maintenant j'ai refroid. C'est très compliqué. Alors on va faire un système juste comme ça. Ok, du coup ensuite après le Zweig, j'ai commencé un thriller, je vous l'avais dit, le Rachel Caine, L'ombre de la menace, aux éditions L'Archipel, que j'ai lu en lecture commune avec Sophie du Café et des Livres. Donc c'est un thriller. On va suivre Gwen, qui est une maman qui a vécu un événement tragique dans sa vie, puisque en fait, alors qu'elle rentre chez elle avec ses gosses dans sa voiture, eh bien elle voit de la fumée chez elle, elle voit des flics partout, etc. Elle sort de sa voiture en trombe, elle comprend pas, sa maison est défoncée, manifestement un camion est rentré, a eu une embardée et est rentrée dans son garage, enfin a défoncé le mur, etc. Et en fait, à peine elle sort et elle accoste les flics, à peine elle se fait arrêter, voilà, genre posez les mains sur le capot, ne bougez pas, aucun geste et tout, genre comme si c'était une meurtrière, donc elle comprend pas. Et en fait, les flics voient bien que elle sait pas du tout de quoi il en retourne, et en fait ils lui disent que voilà, en fait son garage est le lieu de scènes de différents crimes et de différentes tortures, donc de la part de son mari. Et elle voit cette scène, elle découvre ces scènes pour la première fois, voilà, des femmes pendues, des tortures de femmes, etc. Et elle tombe des nues parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait ça chez elle, mais tout porte à croire que du coup, elle est le bras droit de son mari, qui est ce serial killer. On la retrouve des années plus tard, où elle continue de fuir à travers le pays, donc ça se passe aux États-Unis, j'ai pas précisé. Et elle continue de fuir
cette menace qui plane autour d'elle, puisque en fait, eh bien, il y a de nombreux haters, de nombreuses personnes qui la menacent constamment en lui disant que voilà, c'était son bras droit, elle a été acquittée, mais c'est une grosse pute, il faut qu'elle crève et tout. Enfin voilà, c'est vraiment des mots très très durs et des images qu'elle reçoit tous les jours, des menaces et tout ça. Et elle arrive dans ce village, enfin cette nouvelle ville qui est au bord d'un lac. Et elle s'y sent bien, et ça fait 1 an qu'ils sont là avec ses enfants, et elle a pas envie de partir, mais elle a continué d'avoir des menaces, etc. Jusqu'au jour où il va se passer quelque chose dans cette ville qui va faire remonter toute l'histoire de son mari, et bien sûr, pas tout la suspecte elle, sauf que en fait nous on est à la place du narrateur qui est Gwen, qui est elle. Et eh bien on est dans une espèce de folie furieuse où on oscille entre genre une espèce d'angoisse permanente avec elle, où on a l'impression qu'à tout moment il y a quelqu'un qui va venir la trucider, on va lui enlever ses enfants, enfin voilà, c'est terrible toutes les angoisses qu'elle va accroître durant les pages de ce livre. Et en même temps eh ben on finit par la soupçonner elle, on dit mais est-ce qu'elle est pas complètement tarée et elle a pas une bipolarité? Et voilà, et bien sûr il y a plein de personnages et plein de rebondissements, et ce thriller il est genre il est dingue. Donc je l'ai terminé hier soir, donc lundi soir. J'ai pas pu le finir dimanche soir, mais avec Sophie, on l'a adoré. Ce livre est dinguissime. En fait, finalement, le dénouement, on l'avait plus ou moins vu venir, donc c'est pas tant le dénouement, c'est surtout l'écriture et la traduction qui sont juste dingues. C'est hyper haletant. En fait, vous passez les pages, vous retenez votre respiration. Moi, hier soir, j'avais le cœur qui battait. J'ai entendu mes chats sauter du canapé, j'ai sursauté avec eux, vous voyez, j'étais dedans quoi, j'étais complètement mais mon Dieu, mais non, mais et du coup voilà, c'est une sensation qui est assez flippante, mais d'un autre côté qui est géniale quand vous lisez un livre de ce type. Et donc voilà, donc c'est vraiment super expérience de lecture que j'ai vécue avec ce roman. Mais voilà, après il y a un twist final bien sûr, puisqu'il y a un tome 2 qui s'appelle L'ombre de l'assassin et que j'ai trop hâte de lire bien sûr. Il est déjà sorti en grand mais pas encore en poche, donc je vais attendre Sophie puisqu'il sort en août je crois, ou août-septembre. Donc dès qu'elle se l'est procuré, on continuera notre lecture. Mais en attendant, si vous voulez découvrir Rachel Caine, je vous invite vraiment à lire celui-là si vous aimez les thrillers, ou pas, ou si vous découvrez le thriller, c'est vraiment être quelque chose de très intéressant mais de très intense. En tout cas ça l'a fait pour moi. Il est disponible aux éditions de l'Archipoche, donc les éditions poche de l'Archipel. Donc et voilà, moi j'avais celui-là, je vous l'avais déjà dit par ma tante. Donc je vais vite me commander le tome 2 en grand format voilà, auprès de ma libraire, parce que forcément j'ai trop envie de savoir la suite. Voilà, c'était mes 2 dernières lectures. J'espère que ce carnet de bord vous aura plu, que vous avez trouvé des inspirations de lecture et des livres qui vont vous faire envie. Ce carnet de bord n'était pas très ensoleillé par rapport aux autres, mais c'est pas grave, le prochain normalement devrait le faire, puisque cette semaine je crois qu'il fait un petit peu meilleur. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je sais qu'elles sont toujours très longues. En tout cas, moi je vous retrouve dans un prochain carnet de bord. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, de très belles lectures surtout. Et je vous dis ciao.